Voilà des années que ce problème nous guette. Ce que tu viens de dire là, Gilles, devant tout le monde, t'es un énorme connard. Et il ne s'arrange pas avec le temps. Vas-y, mais de toute façon, j'ai plein de choses à te répondre parce que t'as dit un nombre de conneries à la minute ahurissant. Les débats s'apparentent aujourd'hui plus à de véritables cacophonies qu'à des discussions intelligentes sans hystérie. Faits au départ pour permettre à chacun d'exprimer des opinions diverses et variées, ils sont devenus l'endroit rêvé de ceux qui cherchent à clasher et à enfoncer leurs opposants. Et là, vous êtes prêts à tout renier. Oui, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est un véritable problème. C'est un véritable problème car en alimentant toujours plus les clivages, on ouvre la voie à toujours plus de tensions. C'est un véritable problème car cela nous conforte dans de dangereuses opinions. En somme, c'est un véritable problème car pour le bien de l'humanité, les mentalités ont bien mieux à faire que s'enfoncer et se scléroser. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur les problèmes principaux du débat en France et les conséquences fâcheuses qu'il entraîne inévitablement dans la société. Mais puisqu'ici nous sommes dans l'action, j'aimerais aussi vous exposer la solution que je préconiserai à ce problème. Tiendra-t-elle la route? Mesdames et messieurs, bienvenue dans Déconstruction. Le format fait pour vous inviter à cultiver votre attention. Avant d'attaquer ce lourd sujet, définissons déjà le terme clé. Comment ça? D'après le Larousse, le débat est une discussion souvent organisée autour d'un ou de plusieurs thèmes précis. Il est par ailleurs important de préciser qu'il a souvent lieu entre deux ou plusieurs personnes qui partagent des opinions différentes. C'est important. Or, il reste originellement une discussion, c'est-à-dire un échange d'idées et d'arguments entre plusieurs personnes. Et c'est là que notre problème émerge. Ça, moi je t'aime pas. Bah dis-le. Bah, Mais je te connais pas humainement, donc je peux pas dire si je t'aime ou pas. Moi je t'aime pas, tu viens du Front National, comment tu veux que je t'aime? ou encore ça, Vous étiez, Ça c'est clair vous que comme vous étiez, êtes un moulin... comme vous. Bah, alors là... Mais moi, excusez-moi, je suis pas un politicien depuis 50 ans, donc le moulin... Ouais, vous non, ça êtes juste un commentateur qui ne prend aucun risque depuis Mais 40 oui, ans. ce ne sont pas des échanges. Ce sont au mieux des tentatives de partage d'idées assez maladroites, mais ce ne sont pas des échanges. En effet, d'après mon dictionnaire de la philosophie, l'échange est l'action d'offrir ou de recevoir une chose contre une autre considérée comme lui étant équivalente. De manière plus large, il constitue l'action de communiquer d'égal à égal, avec réciprocité, l'échange des idées, des sentiments par exemple. Partant de ça, si vous suivez un peu les débats en France, vous voyez très bien où est le problème. Mais avez-vous pris le temps de l'analyser en détail et de déterminer quelles conséquences toxiques il entraîne dans le pays ? Après des années à suivre des débats en tout genre, des débats entre chroniqueurs, des débats entre politiques, des débats entre créateurs, je constate une chose. Quasiment tout le monde se bat coûte que coûte pour faire valoir sa position, quitte à se détourner de la vérité et à s'enfoncer encore plus dans ses croyances. Il suffit de faire un tour sur les débats un minimum médiatisés pour s'en apercevoir. On ne s'écoute pas. Par exemple, je pense mais aux reconduites aux frontières que le Conseil alors, constitutionnel a interdit. Par exemple, le Conseil constitutionnel va à l'encontre de ce que veulent les Français. Est-ce que tu considères que le Conseil constitutionnel... On manque d'ouverture face aux idées qui ne sont pas les nôtres. L'antifascisme et la violence de l'antifascisme, c'est une réaction. C'est une réaction à la violence du fascisme, à la violence de l'extrême droite et à la violence des propos que peuvent tenir certains candidats. Et je termine. On est trop dans le sensationnel, dans l'émotionnel. L'homophobie, c'est pas une opinion, c'est pas je suis pour ou contre l'homophobie. C'est un délit, l'homophobie. Ne pratique pas l'homophobie, vous êtes con. Mais alors, c'est pas le pratiquer ou pas, c'est le soutenir ou pas. Par conséquent, cela entraîne les participants des débats à aller toujours plus dans l'extrême, en opposition aux idées de leurs rivaux. Mais ce n'est pas tout. Ces façons de faire brident les esprits des spectateurs et des acteurs du débat, les faisant perdre en clarté et les rendant plus violents, plus rustres, plus fermés qu'ils ne l'étaient déjà. Bref, nous sommes en plein dans un terrible cercle vicieux. Alors vous dites tout ça, mais d'un côté, la raison d'être même du débat ne réside-t-elle pas dans le fait d'essayer de convaincre notre interlocuteur et le public en opposition aux idées de notre interlocuteur justement? Oui, ce n'est pas faux. Mais comment voulez-vous convaincre votre interlocuteur et vos spectateurs si vous ne faites pas l'effort de rentrer dans sa logique? Comment convaincre les autres si vous ne faites pas l'effort de les comprendre au préalable? De comprendre quelles sont leurs peurs, les raisons qu'ils ont de penser ce qu'ils pensent? À mon sens, tout le travail du débat reste contre-productif si nous n'avons pas arraché les mauvaises herbes. Elles sont censées représenter quoi vos mauvaises herbes dans la métaphore là? Bah devinez, je ne suis pas jardinier moi monsieur. Alors à défaut de cultiver des fruits, cultivez votre réflexion cher ami. En attendant, tous les problèmes que soulèvent les débats dont je parle ici mènent à des problèmes encore plus graves. Sur le long terme, les citoyens pourraient perdre en intelligence et en capacité de discernement. Cela pourrait mener à une déresponsabilisation des individus ainsi qu'à une incapacité de la plupart des gens à trouver des solutions adaptées à un maximum de personnes, notamment chez les politiques. Quoi? Certes,
Il faut voir loin, mais c'est un fait. Comment ça? L'exercice du débat tel qu'effectué dans la majorité des débats en France est dangereux, contre-productif et toxique. Heureusement, je pense avoir trouvé une solution à la plupart des ennuis qu'entraîne notre façon de faire. Méfiez-vous. Et à mon humble échelle d'homme, je sais qu'elle fonctionne. Mais sera-t-elle efficace au niveau national? Commençons déjà par la mettre en lumière. Bon, on commence à vous connaître, alors cette fois, allez droit au but et cessez toute tergiversation inutile. Oula, mais qu'est-ce qui vous arrive? Je pense que vous devriez être un peu plus nuancé. Il est fou. Enfin, on y touche. À mon sens, la solution au débat stérile et contre-productif réside dans la nuance. D'après ce bon vieux Larousse, la nuance est une différence légère entre des sentiments, des opinions et des idées de même nature. Plus couramment, la nuance désigne aussi chacun des degrés intermédiaires entre plusieurs couleurs. Par conséquent, l'idée de la nuance évoque le fait que tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Toutes les idées, de même que toutes les couleurs, ne forment pas des blocs immuables et indépendants. Le monde des idées et des opinions est en fait une palette de couleurs extrêmement riche. Et autant il peut y avoir des extrêmes, comme le blanc et le noir, autant le nombre de variations entre ces couleurs est d'une richesse absolue. Pour vous donner un exemple concret, prenons le cas du burkini qui fait typiquement l'actualité. Méfiez-vous. C'est un conseil d'ami que je vous donne. Généralement, les deux positions les plus courantes sur ce sujet sont: il ne faut surtout pas utiliser le burkini en France car il est un outil d'asservissement de la femme. Il faut autoriser le burkini en France puisqu'il permet aux femmes de se baigner en public. Alors même si c'est légèrement résumé, vous comprenez l'idée. Or, si l'on fait preuve de nuance, on réalise que les prises de position peuvent être beaucoup plus riches et variées que ça. Certes, le burkini est dans une certaine mesure un signe de soumission des femmes vis-à-vis des préceptes de leur religion qui se veut un peu patriarcal, ce qui fait donc du fait de le porter quelque chose de critiquable. En revanche, empêcher les femmes de le porter en France revient à empêcher aux femmes musulmanes de se baigner en public, ce qui est une atteinte à leur liberté dans une certaine mesure. Qu'en pensez-vous, vous? Avec cet exemple, je pense que vous voyez clairement où je veux en venir. La personne nuancée, de par l'approche qui lui est propre, apporte une dimension supplémentaire au débat, en ceci qu'elle soulève des points que d'autres n'auraient pas forcément relevés et qu'elle essaye de composer avec le plus d'avis divergents. Alors à ce stade, on pourrait me rétorquer que les personnes qui font preuve de nuance ne méritent pas leur place dans le débat, étant donné qu'elles n'ont pas de position tranchée. Mais d'une, faire preuve de nuance ne veut pas dire ne pas avoir de position et encore moins ne pas avoir de conviction. Et de deux, c'est bien parce qu'elles n'ont pas de position tranchée que nous gagnerions tous à les inclure dans le débat. Bah, pourquoi? Je vais tergiverser pour vous répondre. Arrêtez ça. Vous n'êtes vraiment qu'un... Ça va bien se passer. Qu'est-ce que c'est que ces propos là? À quoi sert la nuance concrètement? Que nous permet-elle de faire? En premier lieu, la démarche inhérente au fait de nuancer permet des débats plus apaisés. Effectivement, celui qui fait preuve de nuance écoute plus attentivement ce qui se dit autour de lui. Il mesure les arguments et les propos de ses interlocuteurs et évite à tout prix de rentrer dans les clivages. Il sait aussi pondérer et tenter de rentrer dans les bottes de ceux avec qui il discute, afin de comprendre le mieux possible leur logique et les raisons qu'ils ont de croire ce qu'ils croient. Celui qui nuance a donc une démarche ouverte à l'autre. Pas nécessairement bienveillante, mais au moins plus bienveillante que ceux qui ne font pas l'effort de rentrer dans les bottes de ceux avec qui ils discutent. De par cette attitude, la personne qui fait preuve de mesure élève au moins un peu le débat en devenant une figure inspirante et positive au milieu de ceux qui ne font pas les efforts qu'elle fait. Oui, car faire preuve de nuance demande de gros efforts. Et par la même occasion, elle participe au partage d'idées et à l'ouverture d'esprit face aux idées qui sont différentes des nôtres. Croyez-moi, ça change tout. Ça change tout car la discussion devient réellement fertile lorsque ceux qui l'animent font l'effort de s'écouter, afin de comprendre l'autre, repérer ses appréhensions et les raisons qu'il a de penser ce qu'il pense. En faisant ce travail, on en vient à mettre le doigt sur les causes fondamentales de la pensée de ceux qui nous entourent. On met le doigt sur les fondations des idées qu'ils défendent. Et une fois cela fait, seulement une fois cela fait, le travail de débat peut vraiment commencer. On ne met pas le public dans la bonne disposition pour faire évoluer le monde en écoutant que soi et ceux qui défendent les mêmes idées que nous. Bon, et tout ça, ça nous met nous? Eh bien, les personnes qui jusque-là ne se sentaient pas considérées, les sceptiques, les personnes qui n'ont pas pris de position claire, etc., se sentiraient tout de suite plus écoutées étant donné que celui qui nuance va probablement lever des points de réflexion qui les travaillent, ce que ne font que rarement ceux qui s'enferment dans des positions extrêmes. Avec cette démarche, nous quitterions aussi la tendance au drama et au sensationnel, pour se rapprocher un peu plus d'un état de réflexion avancé, ce qui est beaucoup plus constructif pour l'humanité, surtout quand on voit l'importance de certains problèmes posés. Vous êtes climato-sceptique? Je suis absolument pas climato-sceptique, en aucun cas, mais vous êtes un peu climato-hypocrite. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ces propos là? Enfin,
Plus d'écoute mutuelle permet une meilleure récolte d'informations, puisqu'on écoute des avis divers et variés sans juger, ce qui nous permet ensuite de mettre en place des actions adaptées au plus grand nombre. D'accord. Comprends. Maintenant, nous sommes encore très loin de tout ça. Comme vous vous en doutez, faire preuve d'ouverture d'esprit et de nuance demande beaucoup d'efforts. Il faut être capable d'écouter sans avoir le jugement facile, il faut être attentif et bienveillant, faire preuve d'empathie, mais aussi et surtout être capable de poser les bonnes questions et d'émettre des raisonnements qui prennent en compte le plus de nuances possible. Le travail de celui qui équilibre est donc compliqué, puisqu'il ne se contente pas de grossir les traits, mais rentre dans la variété des faits. Cela implique aussi de se détacher de la dimension émotionnelle à laquelle nous sommes tant attachés. Mais vous êtes con. Mais alors, c'est pas le pratiquer ou pas, c'est le soutenir ou pas. Mais je vais un peu trop vite. Est-il possible d'instaurer la nuance dans les débats en France? Et si oui, comment procéder? Laissez-moi vous présenter mon idée. Tant que ça, vous ignoriez, mais pas du tout, que sur les 70 milliards... Vous n'êtes pas là pour nous dire ce que je sais ou ce que je ne sais pas. Fonctionnera mieux que ça. Il y aura de l'opposition dans ce débat, en tout cas dans cette discussion. Il y aura des désaccords automatiquement qu'on assumera et qu'on s'exposera, mais qu'on s'exposera avec un esprit constructif, de bienveillance. On ne sera pas là pour se clasher. Il restera difficile d'instaurer la nuance dans les débats en France. Après, c'est peut-être aussi parce que nous avons plus ou moins l'habitude de voir ce genre de choses que les débats stériles perdurent. Peut-être qu'en présentant un peu plus des débats posés et intelligents, nous irions vraiment de l'avant. Mais ce n'est pas le moment de spéculer. D'après moi, il va être compliqué d'instaurer de la nuance et de la mesure dans la grande majorité des plateaux sur lesquels on débat. Nous sommes encore trop dans l'émotionnel. Et c'est aussi ce que les spectateurs attendent. T'inquiète pas Valérie, tu peux me critiquer, je suis pas producteur. Non, mais... La plupart des participants ne sont pas dans l'état d'esprit propice à l'ouverture d'esprit et à la bienveillance. Il faut quand même remettre dans son contexte que t'es plus connu sous le nom de Kader pour avoir montré ta raie. Et pire que tout, je pense que la plus grande partie des participants au débat partent d'une démarche qui fait défaut et qui explique en partie tous les problèmes que nous soulevons depuis tout à l'heure. Je pense en effet que les participants au débat partent sur le postulat qu'ils ont raison, que leurs idées valent mieux que celles de leurs opposants. Inévitablement, cela va contribuer aux tensions que l'on va rencontrer au cours des débats. Je suis très détendu, Par contre, le fait que tu aies raconté un nombre de bêtises ahurissantes à la minute, c'est factuel. Mais aussi et surtout à une forme de condescendance des participants vis-à-vis de leurs rivaux. Vous me faites de la peine. En découlera ensuite l'incapacité à écouter l'autre, à le comprendre, à trouver des solutions avec lui, etc. Pour faire simple, tant que persisteront ces problèmes majeurs, la tendance à nuancer que nous chérissons tant n'aura pas sa place dans les débats, dans la plupart des débats tout du moins. Mais avant de vous quitter, j'aimerais lancer quelques pistes. Des pistes pour nous permettre d'instaurer un peu plus de bienveillance, d'ouverture et d'intelligence dans les débats. Parce que la relève, c'est nous. Méfiez-vous. Avant toute chose, tentez de comprendre pourquoi les autres pensent comme ils pensent. Ils veulent faire sauter les frontières? Demandez-leur pourquoi. Ils veulent empêcher la venue d'étrangers dans le pays? Demandez-leur pourquoi. Ne voyez pas le débat comme un moyen de gonfler votre ego et de rallier du monde à votre cause, mais comme un moyen de vous rapprocher de la vérité. Ça nous permettra d'éviter ce genre de choses par exemple. Car la réalité est toujours plus complexe que les cases dans lesquelles on essaye de l'enfermer, et elle nous rend humbles. Définissez un objectif clair avant même que le débat commence. À quoi va servir notre discussion concrètement? À éclairer le public sur le thème donné? Ou à exciter les plus viles passions des spectateurs? Respectez les autres. Laissez-leur le temps de développer. C'est d'ailleurs pour ça que les débats de 20 minutes autour d'une table sur laquelle se trouvent 15 chroniqueurs enragés n'apportent rien. Et enfin, ne collez jamais d'étiquette. Dire d'un tel que c'est un facho raciste ou dire d'un autre que c'est un gauchiste de merde, ça n'aide en rien à aller de l'avant. En effet, utiliser ce genre de stratagème revient à utiliser des raccourcis qui ferment plus la pensée qu'autre chose. Et vous l'avez bien compris, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire pour que le niveau des débats s'élève. Finalement, la nuance a tout à fait sa place dans le débat, à condition que ceux qui participent au débat soient prêts à nuancer. Ça vous paraît simpliste? C'est en fait l'idée que peu de personnes ont encore réussi à comprendre. Inutile de se reposer sur des croyances illusoires. Nous avons le pouvoir. Alors montrons-leur qu'entre leur blanc et leur noir, nous voyons de l'espoir. Et j'espère que cette vidéo vous aidera à y croire.